The total number of people who have ever been born numbers about 100 billion. Now ask, how many total possible people can be born? How many total humans are possible? That number is astronomically large. It is 10 to the 30th power, which is a billion, trillion. It's likely even bigger than that, which means, in practical terms, no one who will ever be born will be identical to you. But that's not the most important fact. It's that we're the lucky ones. C'est vrai qu'on a de la chance. On a la chance de pouvoir savourer les goûts des fruits de l'été, sentir le sable chaud sous nos pieds et profiter de la béatitude des relations sincères, mais également de pouvoir vivre nos choix difficiles et nos sacrifices qui peuvent parfois laisser des marques à vie. Mais on va éviter de partir dans des sujets trop philosophiques et trop profonds. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment. Comment un amas de molécules peut faire tout ça. Et dans cette vidéo, je vais pas vous parler du nombre incalculable d'interactions qui se produisent à l'intérieur de notre organisme, ou encore de comment le cerveau ou d'autres organes fonctionnent, parce que sinon on y sera encore l'année prochaine. Même si ça sera peut-être des sujets qui vont revenir dans d'autres vidéos. Dans cette vidéo, je vais parler de notre histoire. L'histoire de chacun des êtres vivants, l'histoire de la vie. Alors déjà, on va remonter très loin, il y a environ 4,6 milliards d'années. Vous savez sûrement à quoi ça correspond, puisque c'est un sujet qui est déjà abordé assez tôt dans le cursus scolaire. Et c'est pour ça qu'on va pas trop s'y attarder. À cette époque, il n'y avait pas de pitch comme vous en doutez sûrement. La Terre, c'était un caillou chaud à plus de 2000 degrés en surface, surtout à cause d'autres cailloux qui viennent s'écraser sur Terre. Néanmoins, elle possède déjà une atmosphère. Bon, on n'est pas sur la qualité d'aujourd'hui, on était plutôt un peu low cost, composé de dioxyde de carbone, de diazote et, roulement de tambour, d'eau. Bon, fini les présentations, maintenant voici la protoplanète Theia qui rentre en collision avec la Terre. Maintenant la Terre a un gros trou et il y a plein de cailloux qui gravitent autour. Mais avant qu'on s'en aperçoive, ces cailloux se sont agglomérés et dites bonjour à la Lune. Aussi, la Terre a un noyau plus gros maintenant, donc son champ magnétique est plus important et donc protège plus des vents solaires. 300 millions d'années plus tard environ, il fait assez froid pour que l'eau redescende. Pourquoi est-ce que l'eau peut être présente sous forme liquide alors que la température est encore de 227 degrés Celsius ? C'est parce que la pression à l'époque était d'environ 26 bars. Suite à quoi apparaissent les premières pluies et les premiers océans d'eau liquide. Ils sont saturés en ion carbonate et en acide carbonique. Quand on met les deux ensemble, ça fait du carbonate de calcium, aussi appelé calcaire. Bon, ça n'a pas l'air très important, mais en vrai ça l'est. Pourquoi ? Parce que ces roches permettent de stocker entre guillemets du dioxyde de carbone et faire redescendre la pression atmosphérique. Maintenant qu'on a fait toute la partie plus axée sur les cailloux, on va attaquer les choses intéressantes. Dans l'eau, des molécules se sont formées. Et tout ça, ça a donné ce qu'on appelle la soupe primordiale. Parmi ces molécules, on retrouve notamment de l'ARN, des protéines et des lipides. L'ARN, je précise, c'est comme de l'ADN mais après une étape de transcription. Des phospholipides au sein de cette soupe primordiale se sont accumulés en emprisonnant une goutte d'eau et d'autres molécules et atomes. Ainsi est apparue la première vésicule qu'on va appeler protobionte. Cette vésicule n'est pas considérée comme vivante car elle n'est pas capable de se reproduire. Ce n'est que quelques centaines de millions d'années plus tard qu'un de ces protobiontes va capter une molécule d'ARN présente dans le milieu. Et boum, la toute première cellule prokaryote est née. La toute première forme de vie est une bactérie. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas synthétiser d'elles-mêmes les composants dont elles ont besoin pour survivre. C'est seulement 300 millions d'années plus tard environ que certaines d'entre elles deviendront autotrophes. Bon, tout ça c'est très bien, mais pour l'instant, on voit pas trop où tout ça peut donner ce qu'on connaît aujourd'hui. Eh bien, un événement majeur va avoir lieu un jour, lorsque des cellules photosynthétiques vont voir le jour. Ces cellules utilisent la lumière comme source d'énergie, là où les autres organismes utilisent des substrats comme l'azote. Mais comment la lumière peut être utilisée comme source d'énergie ? Alors déjà, il faut pouvoir absorber la lumière. Et ça se fait à l'aide de pigments colorés. On va notamment avoir les chlorophylles de couleur verte et les phycocyanines de couleur bleue, et plus sensibles à la lumière. Une fois que la lumière est absorbée par ces pigments, des réactions d'oxydation et de réduction vont avoir lieu au sein des différents systèmes photosynthétiques situés dans les chloroplastes. Et ça va produire de l'ATP, qui est globalement l'énergie du vivant. Les premières bactéries photosynthétiques utilisent comme donneur d'électrons ou comme réducteur le sulfure d'hydrogène. On les appelle les bactéries pourpres. D'autres bactéries photosynthétiques que vous connaissez sûrement, appelées cyanobactéries, apparaissent 300 millions d'années plus tard et utilisent l'eau comme donneur d'électrons. Contrairement aux bactéries pourpres qui rejettent des déchets sulfureux dus à la réduction du sulfure d'hydrogène, les cyanobactéries, elles, rejettent du dioxygène. Grâce à ces bactéries, le dioxyde de carbone présent va pouvoir être utilisé dans le cycle de Kelvin et on va avoir une production de dioxygène dans le même temps. Pour faire simple, quand il y a de la lumière, le dioxyde de carbone est converti en dioxygène. Super, bon, on est bon là, non ?
Ah mais non, c'est vrai qu'on est encore sous l'eau. J'en profite de cette petite pause dans l'histoire pour vous dire que vous pouvez, si ce n'est pas encore fait, vous abonner, mettre un like sous cette vidéo, ça m'aide énormément. Merci beaucoup et on reprend. 1 milliard d'années plus tard, du dioxygène est enfin largué dans l'atmosphère. Ce dioxygène atmosphérique va petit à petit se changer en ozone et former, je vous le donne en mille, la couche d'ozone. Elle sert notamment à protéger les futurs organismes des rayonnements ultraviolets. Encore une fois, petit saut dans le temps et on a maintenant les premières cellules eucaryoses et les premiers organismes pluricellulaires. À peu près dans cette période, une cellule eucaryote va fusionner avec une cyanobactérie et va donc donner un organisme eucaryote photosynthétique. Cet organisme possède 2 types de pigments, dont les chlorophylles qui vont être conservés chez les végétaux terrestres et les phycocyanines qui vont elles être conservées chez les végétaux marins. Génial, on a des plantes. Maintenant, ils sont où les animaux ? Eh bien ils arrivent durant ce qu'on appelle l'édiacarien, mais n'ont probablement pas survécu longtemps. En fait, on va retrouver très peu de fossiles de cette faune. Et donc une théorie est que la faune se soit éteinte juste avant une nouvelle apparition animale, au moment de l'explosion cambrienne, où la plupart des grands embranchements actuels de métazoaires ont fait leur apparition. Comme depuis le début de toute cette histoire, les premiers organismes issus de l'explosion cambrienne apparaissent dans l'eau. Pour le dire autrement, les tout premiers poissons sont apparus. Mais environ 100 millions d'années plus tard, certains de ces poissons vont commencer à mettre la tête hors de l'eau. Alors bien sûr, c'est pas Nemo qui s'est dit un jour « Oh tiens, ça a l'air sympa là-haut » et qui s'est soudainement transformé en crocodile. Tout ce processus prend du temps. On se rappelle d'ailleurs de la couche d'ozone qui protège les organismes des ultraviolets, sans quoi tout ça ne serait jamais arrivé. Outre le fait d'être, d'un point de vue génétique, qui on est et pas un autre, il y a aussi le fait que, sans tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, ce soit possible. Je veux dire, il y a tellement de critères à prendre en compte quand il s'agit de développer une forme de vie, et pourtant, on est là. Et il y a tellement de choses à découvrir en tant qu'individu. Et par rapport à la vie sauvage, le fait d'être seulement un homme me donne encore plus envie d'en découvrir. Pas parce que « Bouh, l'espèce humaine, elle est pourrie !» Non, c'est parce que du coup, qu'est-ce qu'on sait des autres espèces ? Mis à part leurs comportements sociaux primaires. Ce qu'on peut voir en fait. Je pense que si on part au contact de ces espèces, on pourra mieux les comprendre, comment elles fonctionnent, etc. Puis en plus, je trouve ça toujours mieux d'apprendre sur le terrain. Pour finir, je vais vous montrer la fin de l'extrait que vous avez vu au début de la vidéo, en vous souhaitant une agréable journée. We're the lucky ones. A point made by Richard Dawkins. More poetically than I can recite here. We're the lucky ones. We're the ones who get to die. Because you only get to die for having lived. Most people who could ever exist will never even be born. So no matter what your lot is in life, if you have a disease or you have cancer, you're crippled, whatever is the thing, at the end of the day, you're alive, not dead, nor not having ever been born. So, take every occasion you can to smell the flowers, to drink in the sunsets and the sunrise, and celebrate life, because you won the lottery. And most people will never even know there was a lottery.